Salut, c'est Guillaume Canet. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume. Et ça, c'est quand même assez fou. Pourquoi il les assume ? Eh ben parce qu'on est comme ça et on est le 9e jour à Cannes déjà. Seulement l'impression d'être d'être un Cannois désormais. Vraiment, j'ai l'impression de connaître chacune des rues, chacune des personnes qui vivent ici, chacune des boutiques, des grains de sable qui se trouvent sur la plage. Bref, oui, Cannes, ça paraît être une éternité et pourtant ça passe à un claquement de doigts. Je viens de faire un claquement de doigts, je suis vraiment un très grand conteur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons seuls, comme vous pouvez l'entendre, tout simplement parce que mes colocataires ne sont pas présents. Ils ont décidé d'aller voir des films au Festival de Cannes. Quelle idée! Bref, aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour parler de 4 films, 2 en compétition, un par la semaine de la critique et un autre par un certain regard. Les films dont nous allons parler, vous le voyez dans le titre, il s'agira de Marcelo Millau de Christophe Honoré, d'Animal d'Emma Benastan, de Flow de Cenk Zilbalodis, j'espère que je prononce bien, et enfin de Motel Destino de Karim Aynouz. Et nous allons commencer sans plus tarder par Marcelo Millau de Christophe Honoré. Alors, Christophe Honoré, c'est un réalisateur que je connais que de nom. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu de ses films et lorsque il a été annoncé pour Cannes, je n'ai pas pris le temps de rattraper sa filmographie parce que d'autres films m'intéressaient aux alentours, ce qui va en déplaire à certains, notamment à ma chère amie Karine que je salue, qui écoute chacun de ces épisodes et qui me fait des retours par rapport à ça, donc je te salue Karine, qui m'a dit: si tu ne vois pas le Christophe Honoré, je te pète tes 2 jambes, toutes tes dents et je viens voler tous les DVD qu'il y a chez toi. Bon, c'est avec grand enthousiasme et de par moi-même que je suis parti aller voir ce film. Et je vais être tout à fait honnête, c'est pas un film qui m'intéressait de fou. D'autant plus que les retours presse ont été atroces autour du film. Franchement, il y a eu très peu de bons retours. Donc j'y allais plus qu'à reculant. Il était 8h30, je venais de faire une petite nuit, donc vraiment rien sur le papier ne me donnait envie. En plus, j'avais entendu que ça parlait un petit peu, ça allait filmer l'entre-soi bourgeois parisien, donc rien ne me donnait envie. Et pourtant, j'ai passé un bon moment. Quelle surprise, quelle surprise. Finalement, Cannes, ce Cannes-là, vraiment plus que les années précédentes, j'ai l'impression que Cannes, ce Cannes-là, c'est le Cannes des surprises. C'est-à-dire que les films que t'attends, tu es déçu, et les films auxquels tu t'attends pas, finalement, tu peux y avoir une bonne surprise. Bon, ça c'est toujours, mais là, je m'attendais vraiment à ne pas aimer, et finalement, excellente surprise. Alors, l'histoire, ça nous parle de Chiara Mastroianni qui, du jour au lendemain, va se prendre pour son père, Marcello Mastroianni, et qu'elle va faire comme une sorte de résurrection de son père à travers elle-même. Elle va se grimer en lui pour reprendre un bout de sa vie. Alors, il y a un point sur lequel beaucoup de critiques est revenu et qui est vrai, c'est que c'est un film qui va filmer l'entre-soi bourgeois parisien. Tous les rôles principaux qu'on l'on voit à travers les films sont des rôles de d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a Fabrice Lucchini, Melville Poupeau, Catherine Deneuve, Nicole Garcia, Benjamin Biolay, et tous ces actrices jouent eux-mêmes. C'est-à-dire que jouent eux-mêmes et vont très peu aller dans la caricature, tout comme Chiara Mastroianni qui va elle-même jouer elle-même. Donc ça a pu un petit peu cet esprit-là de vraiment de films de bobos, de films de gens qui n'ont pas trop de soucis, qui sont vraiment dans une belle classe bourgeoise. Et là, comme ça me fait penser un petit peu à Sorrentino. Alors c'est clairement pas du tout la même manière de les filmer. Mais en tout cas, voilà, c'est filmer une certaine bourgeoisie. Et c'est vrai que la première heure est assez abusive là-dessus. On les voit vivre, on les voit interagir et on les voit évoluer dans un cadre qui vraiment est le leur, on va dire, qui est indissociable de cette caste bourgeoise. Mais pourtant, la thématique qui va être abordée, à savoir celle de l'héritage du père, de comment on se retrouve à travers lui, une sorte de film fantôme. Je sais pas, par exemple, chez Sorrentino, ça me dérange un petit peu dans le contexte, mais là, je sais pas, j'ai été conquis, alors peut-être parce que ça ne concerne qu'une seule personne et que c'est de elle-même face à son père, et donc ouais, peut-être. Il y a quelque chose qui m'a vraiment plu. J'ai trouvé que c'était assez charmant et de mélancolique à travers le parcours de Chiara Mastroianni, la manière dont elle essaye de refaire une sorte de deuil, de refaire vivre son père pour
le retuer par derrière. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça agréable à suivre, d'autant plus que quand bien même les rôles qui ont été proposés, genre celui de Benjamin Biolay ou encore Nicole Garcia, c'est pas des personnes que je porte particulièrement dans mon cœur. Alors je les déteste pas, c'est juste que je n'ai aucune attache envers elles. Puis je trouve que comment sont utilisés dans le film, bon voilà, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, Fabrice Lucchini, ça a été une très belle surprise. Je l'ai trouvé vraiment excellent, très touchant, et je trouve que la relation que va essayer de créer Christophe Honoré entre Chiara Monstradani et Fabrice Lucchini, je sais pas, il y a une vraie alchimie, et je trouve que Lucchini est vraiment Lucchini tout à l'heure. Lucchini est vraiment parfait dans ce rôle. Il a quelque chose de sincère, de touchant. Non, franchement, j'aime bien comment c'est fait. Et puis aussi, il y a à travers du coup cette relation au père, cette relation filiale. Ce que j'aime, c'est le film va essayer d'aborder de manière plus ou moins discrète, hein, de vivre dans l'héritage de son père. Et il y a un motif que j'aime bien à travers ce film, c'est que il y a le motif du miroir qui revient continuellement durant le film, pour bien montrer que ce n'est qu'un reflet du père et que ce n'est pas elle-même, ce n'est pas réellement elle. Et voilà, donc c'est quelque chose c'est un film que j'ai bien aimé. Il y a tout un dernier acte qui se passe à Rome que j'aime pas mal, d'autant plus que je trouve que c'est le moment où le film va quitter cet entre-soi bourgeois pour vraiment partir beaucoup plus dans l'intime. Donc ouais, ça me plaît. Et aussi petit truc que j'avais noté comme ça rapidement, et juste ça me permet d'en parler aussi, c'est que le film va citer plus ou moins directement 4 nuits d'un rêveur de Robert Bresson. Enfin, techniquement, c'est pas ce film qu'il va citer, il va citer un autre film qui a adapté du coup le livre Nuit Blanche, me semble-t-il, de Tofsky. Mais bref, du coup, 4 nuits d'un rêveur, c'est du coup basé sur le même livre, et c'est vraiment super. Je l'ai vu en Cannes classique. C'est un film avec beaucoup de retenue, vraiment une belle histoire d'amour, j'ai trouvé. Donc voilà, c'était juste pour rapidement dire que ce film existe et que un jour, normalement, il devrait ressortir en salle dans je sais pas combien de temps, mais bref, voilà, si vous avez l'occasion de le découvrir également, voilà, c'est un agréable moment. Et pour Marcelo Mio, ben, le film vient de sortir. Donc il se peut que vous l'ayez déjà vu. Je ne garantis pas que ça va vous plaire parce que vraiment, comme je vous dis, les retours sont catastrophiques. Mais pour ma part, vu que je n'entendais absolument rien, que j'y allais vraiment en reculant, et ben j'ai été agréablement surpris, j'ai passé un bon moment. Nous allons continuer avec le film qui a servi de film de clôture pour la semaine de la critique, à savoir Animal d'Emma Benestan. Emma Benestan, je l'avais découvert il y a de cela bientôt 2 ans avec mon service civique, où j'avais découvert l'un de ses courts-métrages, Belle Gueule, qui m'avait bien plu, et dans lequel on retrouvait déjà Oulaya Amamra. Et du coup ensuite j'ai regardé Fragile, immense coup de cœur, et donc j'attendais pas mal Animal, d'autant plus que je savais que c'était un film qui allait grossièrement tirer dans le film de genre, à savoir un mélange de western, de film de loup-garou, de body horror, etc., etc. Je vais être honnête, j'ai clairement passé un meilleur moment devant Fragile parce que il y a des choses qui me parlent plus, et je trouve qu'il y a une fraîcheur, quelque chose de très solaire qu'on retrouve beaucoup moins ici, parce que c'est absolument pas le même propos, mais c'est vrai que voilà, j'aimais bien un petit peu la vibe, l'esprit qu'avait le premier long métrage. Mais du coup, à travers ce second long métrage, elle va nous parler en fait, elle situe son action en Camargue, avec les cow-boys de Camargue qui vont faire des activités avec les taureaux. Alors, de ce que j'ai compris, c'est genre récupérer des foulards qui se trouvent sur leurs cornes sans se faire empaler. Et c'est principalement des mecs qui en font partie, sauf qu'il y a une femme au milieu de tout cela, donc du coup Oulaya Amamra, Nejma dans le film, qui va du coup s'intégrer au fur et à mesure et elle-même participer à la compétition. Sauf que lors d'une soirée un petit peu arrosée, elle va aller avec du coup ses amis voir les taureaux, et de là une situation va se créer et ça va impacter du coup elle, ses relations et tout le film qui va en suivre. Le défi qu'avait ce film, c'était de faire, comme je vous ai dit, un mélange de genres, c'est-à-dire faire un western en Camargue. Déjà, c'est ça le pitch de base avant de plonger sur quelque chose d'un petit peu plus fantastique, on va dire. Je trouve que le défi est globalement plutôt réussi. On peut déjà parler de l'incroyable photographie, et sur ça, elle a vraiment
appeler l'un des meilleurs, à savoir Ruben Ipens. Ruben Ipens, c'est un de nos meilleurs directeurs de la photo à l'heure actuelle. Vous devez le connaître surtout pour le travail de Julia Ducournau, hein, Grave et Titane. Et putain, Titane, c'est vraiment, en termes de lumière, c'est fou ce qu'il a réussi à faire. Mais c'est également un très très grand collaborateur de Felix Van Groningen, réalisateur de Alabama Monroe, mais surtout, en tout cas pour moi, des Huit Montagnes avec sa femme Charlotte Van der Merch, qui est un de mes immenses coups de cœur depuis très longtemps. C'est vraiment instantanément devenu un de mes films préférés et la photographie est sublime. Donc quand je vois son nom en générique, je suis super content et il faut dire que le film visuellement a de la gueule. Ça s'est tourné en Camargue et pourtant ça a vraiment un esprit, ça a vraiment une patte que je trouve déjà vraiment belle, mais en plus on sent vraiment il y a quelque chose que je trouve vraiment très réussi sur ce côté-là. En restant sur le film de western, il y a aussi un truc que je trouve intéressant, c'est que contrairement à Fragile où on suivait le point de vue d'un homme, là cette fois-ci avec Animal, on suit le point de vue d'une femme. Et à partir de là, elle va commencer à construire du coup son récit de c'est quoi une femme qui va vivre auprès des cow-boys techniquement. Et c'est vrai que dans la western, alors j'ai pas vu des milliers de westerns, donc je sais pas s'il y a tant de westerns que ça qui vont adopter le point de vue féminin. Alors on pourrait parler récemment du film de Viggo Mortensen, Jusqu'au bout du monde, de souvenirs, que j'ai pas vu, donc je peux pas vraiment faire un comparatif, mais c'est vrai que c'est assez agréable de voir comment elle va construire son récit. Bon, le problème c'est que par derrière, le récit est assez attendu tant dans les révélations que dans le message et les avancements de son récit. Bon, on voit un petit peu où elle va, ce qu'elle veut raconter. Mais je trouve que c'est plutôt malin parce que elle essaie de faire une sorte de parallèle de traitement de la femme et de traitement des taureaux dans un milieu d'hommes qui est alors un peu grossier, hein, disons-le, mais qui n'est pas inintéressant. Et surtout, je pense qu'il y a actuellement, les gens qui sont sortis du film font une sorte de contresens. Parce que ce qu'elle raconte, c'est pas les taureaux sont traités de la même manière que les femmes le sont, c'est les femmes sont traitées de la même manière que les taureaux le sont. Alors, je sais que ça a l'air con de dire comme ça, mais je trouve que ça raconte absolument pas la même chose en termes de violence et en termes de métaphore. Et sur ce point-là, je trouve que le film, quand bien même il va avec des gros sabots, et c'est normal vu que c'est des taureaux, bah, je le trouve plutôt malin. Donc ça reste un film que je trouve vraiment agréable, avec une vraie ambiance et avec un défi qui est assez fou, hein, rappelons-le, ce mélange de genres qui va faire appel à du western et du fantastique notamment. Ah, et aussi, si, il y a un point sur lequel, c'est pas grand-chose, mais je me l'étais noté, si le film avait selon moi un autre défaut, c'est, comme je vous ai dit, le film va parler de jeux qui se font avec le taureau et d'éviter de prendre le foulard sans pour autant se faire empaler. Alors, on voit de vraies scènes avec, du coup, j'imagine, des gens qui font réellement ça et qui ont été castés pour le film, sauf que Oulaya Amamra, elle n'en fait pas partie. Donc elle, c'est une actrice qui n'a absolument pas vécu ça. Donc la réalisatrice va essayer de filmer un petit peu sans trop mettre en danger son actrice, ce qui est normal. Mais et là, je pense à ce que Bazin disait par rapport au montage interdit, c'est-à-dire que on a du mal un petit peu à croire qu'elle est actuellement en train de le faire. C'est-à-dire le film va par certains plans, et encore c'est plus des plans vraiment très rapprochés pour dessiner la silhouette du taureau, pour nous faire croire que c'est en train de se passer, mais c'est vrai qu'à travers son montage, il y a rarement sur un seul et même plan l'actrice et le taureau qui se trouvent en similaire, sauf si le taureau ne bouge pas ou qu'il est probablement fait en CGI. Alors, c'est un semi-reproche parce que tu pouvais pas mettre ton actrice en danger, je comprends entièrement, mais c'est vrai que en termes d'implication et de comment tu vois cette scène, ces différentes scènes, c'est vrai que des fois tu te posais la question et tu voyais un petit peu l'artificialité, d'où le fait de pas faire de montage, mais essayer de filmer tel quel. Mais de l'autre, c'est compliqué de pouvoir faire sans, parce que, comme j'ai dit, c'est une actrice qui n'a absolument pas l'habitude de faire ça, et ça peut être dangereux. Donc voilà, mais c'était juste, je voulais relever ce point parce que j'y ai pensé durant le film et je me suis dit ça peut être intéressant à partager. Donc voilà, c'est un film qui vaudra peut-être le coup de le découvrir si jamais il passe pas loin de chez vous. Mais n'empêche quand même, je vais finir là-dessus, je vais rester là-dessus. Découvrez si vous le pouvez Fragile parce que c'est un film qui n'a pas fait beaucoup d'entrées et qui lui pour le coup est absolument génial. Non pas que Animal ne le soit pas, c'est juste que je trouve qu'Animal est un petit peu en dessous.
Nous allons faire, après la semaine de la critique, nous allons vers un certain regard, compétition qui m'avait déjà offert le superbe When the Light Breaks, d'ailleurs qui repasse dans les pâtés qui font la sélection cannoise, notamment à Toulouse, mais si jamais voilà, un pâté pas loin de chez vous le fait, hop, je remets un point dessus. When the Light Breaks, c'est vraiment super. Et donc là, j'ai découvert Flow, le second long métrage de Gans Zilbalodis. Encore une fois, j'espère avoir bien prononcé. Alors, peut-être que pour les petits fanas d'animation, vous aviez déjà entendu parler de cet homme, puisqu'il avait réalisé Ailleurs. Alors, malheureusement, je n'ai toujours pas rattrapé ce film. Ça faisait aussi partie des films que je voulais rattraper pour Cannes. Ailleurs, c'est ce film qui a mis 4 ans à faire parce que le type a tout fait tout seul. L'animation, la réalisation, le scénario, le montage, la musique, il a tout fait tout seul et c'est pour ça que ça a pris 4 ans et de ce qu'on m'avait dit, le film était assez fou. Et là il revient avec Flow qui a été fait lui aussi en 4-5 ans, cette fois-ci avec un peu plus de personnes au niveau du générique, que ce soit tant les producteurs que les animateurs. L'histoire, et c'est une histoire géniale, c'est grosso modo le déluge du point de vue d'un chat. Voilà. Alors, le film ne précise jamais au niveau de l'époque, on a quelques indices, mais on peut supposer que c'est quelque chose de passé, mais il va jamais prédire si c'est le déluge tel qu'on le connaît, tel qui est décrit dans la Bible avec l'arche de Noé, etc., ou si c'est un déluge futur ou autre. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le pitch. Donc, comment te dire ? Tu as une histoire religieuse et biblique, et de l'autre, tu as un chat. Bon, c'est un film qui était fait pour moi. Et c'est mon film préféré des 4 dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est absolument génial. C'est trop mignon. Donc ça, c'est en termes de critique, ça se base là. Mais faut dire les choses. Vraiment, je pense qu'on ne trouvera pas film le plus mignon que ça sur la croisette jusqu'à la fin du festival. Parce que c'est vraiment adorable. On suit un petit chat et en plus l'animation rend vraiment bien honneur, si je puis dire, au chat. C'est pas un chat qui va faire des choses, comment dire, ça reste une sorte de vrai chat. Ça a beau être de l'animation, ça va pas se permettre une immense liberté sur les comportements qu'il peut avoir, sur ce qu'il peut faire. Et au niveau de l'histoire, en fait, c'est un film qui renouvelle le défi de Ailleurs, me semble-t-il, c'est-à-dire de ne pas avoir de dialogue. C'est pas un film muet muet dans le sens, ils ne vont pas parler, ça va pas être il n'y a pas du doublage par derrière ou de la création de voix, ça va être tout simplement un chat qui miaule et qui va rencontrer différents animaux pour survivre dans une sorte de bateau un petit peu à la dérive. À partir de là, tu as vraiment le truc de comment je vais construire mon récit, comment je vais construire ma narration pour que ça reste intéressant et compréhensible. Et sur ça, le film réussit vraiment très bien parce qu'il va intégrer d'autres personnages, d'autres animaux. Hein. Il va y avoir un capybara, il va y avoir un chien, et il va y avoir un lémurien par exemple, et encore d'autres animaux qu'on va rencontrer tout au long du film. Et le film arrive à construire les relations entre eux à travers leur simple cri habituel pour s'exprimer, mais on arrive quand même à comprendre parce qu'il y a des petits moments où il y a des mimiques, où il y a quelque chose d'un petit peu humain, mais c'est très léger. Mais il y a ces petits moments où tu arrives à comprendre comment ils fonctionnent entre eux, ce qu'ils vont faire, notamment aussi grâce à sa mise en scène, à savoir comment il arrive à placer ces personnages, à comprendre comment se déroule l'action. Et puis il faut dire aussi au niveau de l'animation, c'est une animation qui au début me rébutait, au début j'étais en mode ouf, c'est pas super beau, c'est de la 3D, et c'est la 3D fait sur Blender. Et il y a aussi un truc un petit peu cinématique de jeux vidéo. C'est un truc que vous avez dû lire d'ailleurs plein de fois. Et ben finalement, très vite, je m'y habitue et très vite, j'arrive à trouver l'animation belle, d'autant plus qu'il y a certains moments où l'animation va vraiment sublimer les passages de ces animaux qui vont du coup avoir des petits moments de répit avant de continuer à survivre face à la dangerosité qu'est ce déluge et du coup l'impact que ça a sur tout leur écosystème. Et à travers ce film, le réalisateur va construire une sorte de propos sur l'importance de l'entraide. L'importance de l'entraide et vraiment de se serrer les coudes, même si on vient même si on n'est pas tous les mêmes animaux, face au même danger, parce que c'est que comme ça qu'on peut réellement survivre. Et du coup, si tu prends le fait que le film est déjà mignon, et en plus il y a vraiment ce discours qui est assez joli, classique certes, mais bon, on a quand même toujours besoin
toujours besoin, surtout si on regarde l'actualité, c'est vrai que se dire l'entraide c'est super et c'est ça qui va nous aider à survivre, ben c'est non seulement un message qui est beau, mais c'est aussi un message qui est important. Donc voilà, c'est une histoire qui est très agréable à suivre, très mignonne comme je vous ai dit. Chaque animal qui forme du coup ce petit groupe est une sorte d'aventurier solitaire. C'est des aventuriers solitaires qui vont se rencontrer entre eux et qui vont former ce groupe, pas dysfonctionnel, mais où personne ne se ressemble et qui pourtant vont tous s'entraider. Donc voilà, c'est vraiment super, c'est un très bon moment. Le film va passer sur Annecy, donc peut-être que Julie va en reparler. Julie, c'est une des membres du podcast qui du coup va couvrir le festival d'Annecy d'ici 3 semaines. Il repassera à Annecy et après je sais pas si le film n'a toujours pas de date de sortie. De ce que j'ai cru comprendre avec les distributeurs français, ça se joue entre la Toussaint ou début de l'année prochaine. C'est à voir. Mais en tout cas, voilà, ça, clairement, si vous ne deviez retenir qu'un film des films dont je viens de parler aujourd'hui, ça serait Flow. Enfin, nous allons parler du film que j'attendais le plus aujourd'hui, à savoir Motel Destino de Karim Aynouz. Alors Karim Aynouz, je le connais depuis assez peu, depuis seulement 1 an. Je l'avais découvert avec le jeu de la reine que j'avais beaucoup aimé. Et le mois dernier, j'ai eu la chance de l'interviewer pour son documentaire Marin des montagnes, qui pour le coup a été un immense coup de cœur. Et puis la rencontre s'est très bien passée, c'est d'ailleurs disponible sur notre podcast, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller le découvrir. L'entretien dure 50 minutes, par contre c'est autour de Marin des montagnes, donc c'est mieux de l'avoir vu idéalement, et je sais que tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde parce que le film a une très 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 faible distribution. Bref, du coup, en parlant avec lui, il nous a parlé un petit peu de ce film-là, et sachant que j'avais aimé ces 2 précédents, j'avais vraiment une grosse attente autour de ce film, et plus qu'une attente, c'est que je partais confiant. J'étais en mode, ça va être peut-être ma prochaine palme, en tout cas, un film dans lequel je pourrais me dire, ah oui, ce film va finir en palmarès. La petite douche froide. L'histoire, bah, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas trop d'histoire. Alors attention, je dis pas que c'est un problème qu'il n'y a pas d'histoire. Bon, je viens de dire ça, mais c'est pas ce que je pense. Non, moi, ce qui va me déranger, c'est que le film veut te raconter une histoire, et ensuite, au bout de, je sais même pas quoi, 20 minutes, il se dit, non, finalement, j'ai plus envie de raconter d'histoire, parce que ça nous raconte l'histoire de son personnage principal qui fait des petits larcins, sauf qu'à un moment, il y a son frère avec qui il fait ses actes de vandalisme, qui va se faire choper, et donc lui, il va trouver une planque dans un hôtel, et à partir de là, c'est stand-by. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il rentre dans l'hôtel, ça va être comment je gère l'hôtel, il va devenir genre un employé de l'hôtel, et ensuite ça va être de la baise. Hein. Disons-le crûment, ça va être ça. Ça va être mélangé entre plein de scènes de sexe et des scènes où il s'occupe de l'hôtel. Et ça va être ça jusqu'à la quasi fin du film. Après, il y a 15-20 dernières minutes où le film se réveille et il dit « Ah oui, c'est vrai, j'ai une histoire !» Et ensuite, il va te la finir en mode voilà. Bon, on va commencer par quand même quelques points que je trouve réussis. Déjà, alors je sais que je suis l'un des seuls à l'avoir trouvé, c'est que waouh, les scènes de sexe, c'est quelque chose. Alors depuis le début du festival, des scènes de sexe et surtout des femmes nues, on en a beaucoup. J'en ai quasiment tous les jours, si ce n'est 2 fois par jour. Et au bout d'un moment, je dis pas que je sature, c'est que je trouve qu'il y a une certaine gratuité et surtout, c'est souvent au service de male gaze. Là, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que pour Karim Aynouz, les deux sont au même niveau. C'est-à-dire que par exemple, la première scène du film, c'est 2 personnes en train de faire l'amour, et il va filmer tout d'abord les fesses de l'homme, avant de filmer le corps de la femme. Et je me dis, ok, à partir de là, je vois très bien qu'il n'y a pas un male gaze, ou en tout cas, tu n'es pas là que pour filmer la femme, tu es là pour les mettre les deux au même niveau. Et donc, c'est-à-dire que si on voit une femme nue, c'est qu'on voit aussi un homme nu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'est la manière dont il va traiter la nudité et le corps de ces actrices, parce que à partir de là, tu sens vraiment que il veut vraiment tous les deux prendre en considération et qu'il n'est pas en train de juste se cacher derrière sa caméra pour ne filmer que le corps nu d'une femme. Et tout ça, c'est couplé à des scènes de sexe que je trouve chaudes, torrides, sauvages. Enfin, vraiment, c'est des scènes de sexe vivantes, pas chorégraphiées, mais qui ont l'air vraiment, pris sur le vif et, comme je vous dis, sauvages, torrides. Il y a vraiment une énergie dans ces scènes de sexe et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Parce que d'habitude, les scènes de sexe, si on compare aux scènes de sexe que par exemple on fait Cronenberg dans Les Linceuls, ça n'a rien à voir. Il y en a une où c'est vachement plus vivant. Mais
il y a d'autres aspects qui vont me déranger durant le film. Déjà, je trouve que le film a une certaine forme de voyeurisme. Alors le film va l'intégrer lui-même dans sa narration, où tu as les gérants de l'hôtel qui vont regarder les clients en train de faire l'amour, mais même nous, à travers ce regard, le fait de autant nous concentrer sur les scènes de sexe, au bout d'un moment, il y a une sorte de voyeurisme de mais est-ce que ça apporte vraiment quelque chose au récit? Et comme je vous ai dit, le récit, il disparaît au bout d'un moment. Au bout d'un moment, le récit disparaît totalement. Ça donne quelque chose de creux, un petit peu de vide, de dire mais tu me racontes rien. Et même au niveau de l'ambiance, il y a quelque chose, mais c'est pas plus que ça. C'est que je vois bien que le film a par exemple des couleurs pétantes, et il nous en parlait durant l'interview. En fait, c'est quelqu'un qui, en tout cas avec sa manière de travailler au Brésil, va travailler les couleurs genre très vives, très saturées. Et sur certains aspects, le film, c'est pas qu'il est beau, c'est que il marque la rétine, mais vraiment à fond. Et avec ça, il y a quelque chose de très granuleux. C'est vraiment un film un petit peu sale. Et comme je vous ai dit, ça va avec tout son truc sur les scènes de sexe sauvage, c'est crade. C'est vraiment un film qui a vraiment une patte bien à lui. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Je ne suis pas suffisamment embarqué par ce que tu me racontes, même si c'est pas grand chose, mais au moins raconte-moi un minimum de choses. Ou en tout cas, essaye de faire durer, de faire rendre crédible cette chose. Enfin, je sais pas, et du coup, ça a été un peu une déception, ce qui est dommage parce que j'attendais vraiment ce film. Si oui, juste avant de finir, le générique de fin. Le générique de fin est trop bien. Mais ça aussi, il nous en avait parlé durant l'interview, c'est que en fait, il dit le générique de fin, c'est le moment où je vais me lâcher. Et c'est le moment où je mets une musique sur laquelle je veux danser parce que je veux que les gens, quand ils quittent la salle, ils se disent oh, putain, j'ai passé un bon moment et j'ai envie de danser. Bon, on a quitté la salle en se disant j'ai pas passé un super moment, par contre j'ai envie de danser et sur ça c'est bien réussi. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci vraiment, je ne l'ai pas encore dit, mais merci vraiment à toutes celles et ceux qui sont là chaque jour à écouter les émissions quand on est à plusieurs ou quand je suis seul. Ça fait vraiment plaisir, vous êtes énorme à nous suivre. Merci aussi pour les messages que vous envoyez qui donnent envie de dire bon allez vas-y je continue encore quelques jours. Donc voilà. Demain nous on se retrouve avec un très gros programme. On y parlera notamment du Comte de Monte Cristo et de l'amour ouf. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir demain. En attendant que je revienne, eh bien allez voir des films et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir c'est celui qu'on ne partage pas. Allez salut, des bisous et à demain. De merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.